Le président de la République poursuit sa visite d'État entamée hier dans le Woroba. Après Touba ce matin, le chef de l'État a mis le cap sur Séguéla où il a présidé un conseil des ministres. Après le Woroba, le président de la République se rendra dans la région des Grands Ponts pour une visite d'État à partir du 3 août prochain. Les populations impatientes de l'accueillir s'activent déjà pour les préparatifs. Les pays du fleuve Mano sont en concertation à Abidjan au centre de la rencontre, l'aménagement des routes pour faciliter le transport. Au Nigeria, plusieurs bombes ont explosé à Gombe, dans le nord-est du pays. 40 personnes ont été tuées. C'est la deuxième attaque en moins d'une semaine. Bonsoir à tous et merci de regarder le journal de RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier du jeudi. Nous sillonnerons les rues d'Abidjan pour voir leur état. Ces routes réhabilitées sont aussitôt malheureusement dégradées. Alors, quelles sont les raisons? Quelles sont les causes de cette dégradation? Nous en saurons davantage dans le dossier du jeudi dans quelques minutes. Mais avant, rendons-nous dans le district du Woroba, où le président de la République poursuit sa visite d'État entamée hier. Après Touba ce matin, où il a animé son dernier meeting dans le Bafing, le chef de l'État a mis le cap sur Séguéla. Il y a présidé un conseil des ministres. Hier, il était à Waninou et à Koro, où il s'est adressé aux populations. À Touba ce matin, le président Alassane Ouattara a annoncé de grands travaux de construction pour la région, dont le bitumage de l'axe Touba-Séguéla et la construction d'un aéroport. Le président Alassane Ouattara a également réitéré son appel à des élections apaisées et démocratiques afin de faire la fierté de l'Afrique. Et cette deuxième journée de la visite d'État du président de la République dans le Woroba a été suivie par nos envoyés spéciaux. Nous cédons à présent l'antenne à Ali Derasouba pour le journal en direct du Woroba. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à plus de 500 km d'Abidjan. Bienvenue dans le journal du Woroba, dans le nord-ouest ivoirien, édition spéciale consacrée à la visite d'État de 6 jours que le chef de l'État effectue ici depuis hier. Étape importante de ce périple présidentiel, un conseil des ministres tenu cet après-midi à la préfecture de Séguéla. Avant cela, le président Ouattara est arrivé dans la ville en début d'après-midi à l'aéroport de Séguéla. Le chef suprême des armées a reçu les honneurs militaires. Le point avec Abou Sanogo. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le Ourodougou pour une visite d'État. Accueilli à l'entrée de la ville à quelques kilomètres de l'aéroport de Séguéla par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement, des autorités locales et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République a reçu les honneurs militaires. Lesquels honneurs militaires ont été marqués par l'exécution de l'hymne national dont s'est acquittée la musique de la garde républicaine. Puis, la revue des troupes constituée de 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et de 3 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'ensemble des troupes était aux ordres du chef de bataillon Brahima Doumbia, commandant le 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Échange de salutations avec la chaîne des grands commandements, le corps préfectoral, les élus, cadres, guides religieux, membres du gouvernement et forces vives de la région du Ourodougou. Après quoi, le président de la République a communié avec les populations qui, massées en bordure de voie, ont salué son passage. Le cortège du président de la République s'est par la suite ébranlé vers la ville sur un parcours bondé.
Des images qui révèlent que l'arrivée du chef de l'État en terre Koyaka enchante les fils et filles du district. Voici des réactions au micro d'Abou Sanogo. Et c'est vraiment la très grande ferveur. Nous sommes heureux. Nous nous sommes dit, c'est le monsieur qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Et ce que nous pouvons faire pour lui, c'est de sortir massivement, lui montrer que nous l'aimons, nous le soutenons, nous sommes avec lui et nous sommes mobilisés. Une fierté, tout le monde le dit, mais c'est également un réconfort. Vous savez qu'entre Kong et Séguéla, c'est l'alliance qui prévaut. Mais ce qui prévaut aussi, c'est que Kong est un lieu d'instruction religieuse et que les nôtres sont partis puiser à cette source. Donc toutes les têtes enturbanées que vous voyez ont pour maître des élèves de Kong. Et ça, nous le lui dirons au président Ouattara. Également, bien sûr, comme c'est Kong qui fait des bénédictions pour nous, il faudrait en retour, comme on dit, que nous affassions aussi pour l'enfant de Kong. Ça fait très longtemps qu'on attend son arrivée, mais c'est aujourd'hui. C'est une joie pour la population. Nous tous on est contents d'avoir le président de la République dans le sol de Ourodougou. Je suis comblé de joie puisque nous entendons le président depuis très longtemps dire à faire qu'il vient chez nous aujourd'hui à ce que, c'est-à-dire que dire, que faire. Donc on entend le président avec la joie. Nous sommes sortis aujourd'hui pour communier à la joie de l'accueil du chef de l'État avec l'ensemble de la population du Ourodougou et lui témoigner par là de nos prières pour que toutes les actions qu'il mène en faveur de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale soient une réalité effective. Aujourd'hui, nous sommes les plus heureux. Nous prions Dieu que cette visite se passe dans la ferveur populaire. C'est une joie pour nous. Nous venons du Béret pour apporter le soutien nécessaire à notre frère du Ourodougou, parce que cette visite concerne l'ensemble de la population du Woroba. Et c'est pour ça donc que nous sommes là pour dire au président de la République que nous sommes avec lui, que tout le Woroba est avec lui, que tout le Béret est avec lui, le Bafing et le Ourodougou. Donc nous lui souhaitons la bienvenue en terre de Ourodougou. C'est le jour tant entendu. Nous allons réserver un accueil passionnel au président de la République. En tout cas, le Ourodougou est très heureux d'accueillir son fils prodige. En tout cas, bonne arrivée à monsieur le président et que le séjour soit le plus agréable. Le président, il vient en famille et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons un frère, un fils de cette carrure-là. Voilà. C'est une opportunité exceptionnelle que de recevoir le président de la République ici sur les terres où nous-mêmes exerçons une activité économique de prime abord. Donc c'est à ce titre que nous sommes associés à nos frères du Ourodougou, de Séguéla en particulier, pour dire danser au président de la République. C'est une joie pour nous. Le président vient d'arriver et nous retournons en ville avec vraiment cet enthousiasme parce que c'est un grand président. Nous l'avons vu, nous l'avons approché de près et vraiment c'est un grand plaisir pour nous. Je vous le disais en début, un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi à la préfecture de Séguéla. Conseil naturellement conduit par le président de la République. En ligne de mire, le développement du district du Woroba, en particulier celui du pays en général à travers bien de projets. Comme c'est la tradition, à chaque fois qu'un conseil est délocalisé, le préfet de région a pris part à la rencontre, lequel a exprimé les besoins urgents du district. Les principaux domaines concernés, électricité, eau, éducation, infrastructure et santé, ce sont près de 80 milliards de francs CFA qui seront investis dans le Woroba, annonce le chef de l'État. Un conseil des ministres loin d'Abidjan, ça change un peu, même si la teneur des sujets reste corsée. Les membres du gouvernement disent être heureux d'y avoir pris part. Certains reviennent sur l'importance des décisions prises lors de la rencontre. Ils sont au micro d'Alvor Assa. Nous sommes ici heureux d'être dans le Woroba et singulièrement donc à Séguéla pour cette importante visite du président de la République dans cette belle région
Et actuellement, donc, cet après-midi, nous sommes pour le conseil des ministres. Le Ouagadougou, vous savez, traditionnellement, c'est la zone de stockage et de transfert de la cola. Donc c'est une zone de commerce par excellence. Donc le commerce se porte bien ici à Séguéla. Naturellement, c'est l'occasion aussi d'améliorer les infrastructures. Comme vous voyez, une ville et une région en chantier. Et donc ça est le développement qui réapparaît au niveau du Ouagadougou. En ce qui concerne la vie des femmes ici dans le Ouagadougou, qu'elles sont également aux côtés des hommes à pied d'œuvre pour travailler au développement, à la réconciliation, à la cohésion sociale, et c'est tout à leur honneur. Je voudrais en tout cas profiter pour faire un clin d'œil à mes sœurs de cette belle région qui ont toujours été de grandes travailleuses, qui se sont démarquées par leur travail et leur sens élevé de la responsabilité. Nous sommes extrêmement satisfaits. Comme vous voyez, c'est une nouvelle ville, Séguéla, et c'est exactement ce qu'on a vécu à Touba et puis probablement à Mankono. Voilà donc ce que nous ressentons comme joie et surtout d'accueillir le président de la République ici. Nous sommes heureux de la rencontre que ces visites d'État permettent de nouer avec les populations, n'est-ce pas, et voir vraiment les préoccupations des populations, les toucher du doigt et puis pouvoir les remonter. Et moi, en tant que ministre de la Communication, vous imaginez que c'est des moments aussi qui sont très importants pour moi parce qu'en écoutant les populations, nous pouvons au niveau donc, du gouvernement ajuster les actions qui sont entreprises pour le bien-être des populations. Avant de se rendre dans le Ouagadougou, le chef de l'État était dans le Bafing, précisément à Touba. Avant les temps forts du meeting qu'il y a animé, il faut rappeler que Touba, chef-lieu de la région du Bafing, a énormément bénéficié de travaux d'urgence et de l'intervention du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Une intervention remarquable dans les domaines de l'eau, de la salubrité et de la santé, nous dit Eugène Atoubé. C'est encore l'une des principales attentes des populations. À cause des coupures d'eau très fréquentes et devenues une réalité harassante pour les populations, les habitations se sont dotées de gros fûts plastiques pour leur approvisionnement en eau potable. Au pire des cas, c'est le recours au puits. Les Diarra, au quartier de Gouba 2, par exemple, vont jusqu'à recueillir de l'eau à une source au sortir de leur quartier. Il n'y a pas l'eau ici, on a besoin de l'eau. On a qu'à nous arranger pour qu'on ait qu'à gagner l'eau. Il y a des fois on coupe l'eau 3 jours, 4 jours. Même pour avoir l'eau, même pour boire, là, tu as des problèmes. Une année, là, c'est 1 mois même, ils ont coupé. Il y a des fois quand l'eau vient, c'est comme la boue. Il y a beaucoup de choses qui manquent en Touba. Pour l'alimentation des populations en eau potable, Touba dispose de 2 châteaux d'eau. Le second construit pour faire face à l'accroissement de la population de cette localité, chef-lieu de la région du Bafing. L'enjeu, fournir de l'eau potable de qualité et en permanence. Nous sommes à la station de traitement d'eau potable de Touba sur la route de Genteguila. Derrière moi, le point de captage d'eau. C'est à partir d'ici que les eaux de la rivière Salangoro sont traitées pour être distribuées aux populations à partir bien sûr des 2 châteaux d'eau que compte la ville. L'usine de traitement d'eau de Touba a été réhabilitée en 2011 par le programme présidentiel d'urgence pour plus de 220 millions de francs CFA. À ce jour, le PPU a investi environ 881 millions de francs CFA dans ce département, en termes de construction de pompes à motricité humaine, de réalisation d'hydraulique urbaine et de réhabilitation d'infrastructures de desserte en eau potable, comme ici à l'usine de traitement d'eau de Touba. Les techniciens rassurent, les coupures d'eau intempestives à Touba ne seront plus que souvenirs. Souvenir aussi la montagne d'ordures en plein centre-ville et les dépôts sauvages qui pullulaient à Touba, dans tous les quartiers. Actuellement, la propriété, ça va. La ville, elle est propre. Depuis un certain moment, il y a le nettoyage. Les quartiers qui sont en dehors du centre de la ville, tout est en nettoyage. J'ai eu l'appui du PPU qui est venu avec, par la nature, ramasser toutes les ordures. Et déjà, comme nous, on avait fait des points de groupage, donc cela a facilité les tâches. Touba, aujourd'hui ville propre, c'est grâce au PPU qui a financé pour 110 millions de francs CFA les travaux de salubrité, avec en plus remise de matériel de collecte des ordures à toutes les mairies. Touba spécialement respire mieux aujourd'hui. Mais la municipalité doit relever le défi de l'environnement sain. Une exigence au regard des acquis notables du CHR de Touba
en termes d'équipement pour le bien-être des populations. La structure qui fait aujourd'hui l'objet de travaux d'urgence a besoin de relever son plateau technique, renforcer le personnel soignant de spécialité et ouvrir de nouveaux services pour combler les attentes des populations. Toujours dans le Bafing, hier au premier jour de cette visite d'État dans le Woroba, le président Ouattara a animé son deuxième meeting à Koro. À l'occasion, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre les investissements dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage d'Awa Touré. Koro, deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Woroba, est l'un des 3 départements de la région du Bafing avec Ouaninou et Touba. Terre de spiritualité, la cité de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko s'est fortement mobilisée pour souhaiter le traditionnel Idansé Inisene au chef de l'État, comme pour lui exprimer sa fierté de recevoir son fils devenu président de la République et lui apporter son soutien dans la mise en œuvre de son ambitieux programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2000, en 2002, en 2010, vous êtes venu à Koro comme président d'un parti. Mais aujourd'hui, vous revenez en qualité de président de la République. Un président, certes, mais surtout un allié à qui nous vouons beaucoup d'estime et une grande admiration, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez pris un pari sur le futur. Ce pari, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce pari, vous allez le gagner comme le disent certains. Mais nous, à Koro, nous disons que vous l'avez déjà gagné, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le courage, la volonté, la détermination et l'engagement qu'on vous connaît, vous n'avez reculé devant tant de défis à relever. Aujourd'hui, les actions de développement sont menées ça et là. Aucun secteur n'est négligé et les performances sont remarquables. Routes, ponts, universités, dispensaires, hôpitaux, adduction d'eau, électricité, économie, administration, démocratie, diplomatie et sécurité. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Le président de la République Alassane Ouattara a salué cette belle mobilisation et l'accueil enthousiaste des populations du Bafing, avant d'indiquer qu'il est venu remercier ses parents Maou pour leur soutien. L'occasion aussi pour lui d'évaluer la mise en œuvre des projets engagés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, plus de 2,8 milliards de francs CFA ont été investis dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des infrastructures routières. Nous avons eu comme objectif d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, partout en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous allons continuer. Nous allons continuer dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais également dans le cadre du programme national de développement que nous sommes en train de finaliser pour la période 2016-2020. Nous devons tout faire pour continuer de préserver et de renforcer la paix dans notre pays. Et je félicite mon aîné pour son action, son appel à Daoukro pour la candidature unique d'un fils d'Houphouët-Boigny. Oui, cet appel de Daoukro, c'est la voie de la stabilité dans la paix pour la Côte d'Ivoire. Et je remercie tous les partis alliés qui ont donc soutenu l'appel de Daoukro. Et grâce à cet appel, je suis sûr que le 25 octobre, nous aurons une élection apaisée, une élection réussie, et cela permettra aux enfants d'Houphouët-Boigny de continuer de travailler pour chacun et chacune de vous. Donc, chers parents, avec moi, dites un grand merci à Henri Konan Bédié. Un grand merci à Henri Konan Bédié. Et c'est pour cela que nous sommes convenus de renforcer cette alliance. Cela est essentiel. Et de créer un parti unifié dès après l'élection présidentielle.
Le président de la République, Alassane Ouattara, avant sa rencontre avec les populations, est allé s'incliner sur la tombe de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko, qui a fondé Koro entre les 14e et 15e siècles. El Hadj Moussa Bakayoko a accompli 7 fois le pèlerinage à l'époque où le voyage se faisait à pied ou dans les caravanes. El Hadj Moussa Bakayoko est le Weji, c'est-à-dire le saint, qui a contribué à l'implantation de l'islam dans la région. La région du Bafing n'a pas été soustraite de l'action sociale de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a fait des dons d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA. Elle a aussi mis des fonds à la disposition des femmes pour réaliser des activités génératrices de revenus. Alvorassa. Avant l'arrivée de la première dame au lieu de la rencontre, l'ambiance était impressionnante. Heureuses qu'elles sont de mener des activités génératrices de revenus grâce à l'épouse du chef de l'État, Mme Dominique Ouattara, qui a mis en place le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. À son arrivée, la température va monter d'un cran. Les femmes de Touba veulent toutes lui dire merci. Cris de joie, chants et danses, soutenus par les artistes Mawa Traoré et Mamate. Et cette communion sera traduite par la porte-parole des bénéficiaires du FAFSI à Touba, Fatiga Fanta. Selon elle, grâce au FAFSI, les femmes du Bafing peuvent désormais se prendre en charge. Depuis que vous avez initié le FAFSI, beaucoup parmi nous sont sortis de la mendicité, sortis de l'oisiveté, en un mot, sortis de la pauvreté. Plusieurs témoignages forts ont été rendus. Avec la FAFSI que Madame la Première Dame nous a offert, j'ai eu le crédit, j'ai pris le crédit, j'ai travaillé et j'ai eu ce que je veux. J'ai bien produit avec ce que j'ai eu à la FAFSI. Et je remercie la Première Dame de nous avoir fait ce don pour pouvoir améliorer nos activités. Pour moi-même, c'était tellement bienvenu. C'était au moment des fêtes de fin d'année. Ça m'a permis d'augmenter mon fonds et ça m'a permis d'aller à Abidjan pour pouvoir payer les mèches au lieu des mains. Et après ça, vraiment, j'ai eu un bénéfice que je n'avais jamais eu. Ça m'a permis vraiment dans cette période-là de bien m'occuper de ma petite famille. Vraiment, je remercie la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour nous. Pour la réussite de leurs activités dans la région du Bafing, les femmes ne seront plus seules. Elles vont aussi bénéficier de l'encadrement de l'organisation Kounadi du Bafing pour Dominique. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le relais de ce que ces dons-là puissent générer d'autres ressources pour pouvoir que d'autres sœurs, d'autres mamans puissent en profiter. Et je pense qu'après, ce sera le rôle des femmes Kounadi qui vont se mettre au travail sur le terrain. Grâce à Mme Dominique Ouattara, les femmes de Touba et les femmes ivoiriennes depuis quelques années connaissent la joie de vivre. Plus question donc de tendre la main. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le FAFSI est une opportunité à saisir. Désormais, grâce au FAFSI, vous avez retrouvé votre dignité. Vous pouvez aider vos époux. Vous pouvez scolariser vos enfants. Vous pouvez acheter les jolis pailles sans attendre de tendre la main à vos maris, n'est-ce pas? Et je suis sûr que même dans FAFSI, là, vous donnez crédit à vos maris. En plus du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara ne se déplace jamais les mains vides. Des dons d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA ont été faits aux femmes par dizaines ou par milliers selon leurs besoins et dans tous les secteurs d'activité. Tenez par exemple, dans le domaine agricole, elle a offert entre autres 10 décortiqueuses de riz et de maïs, 1000 paires de bottes, 1000 machettes. Dans la restauration, 1000 bassines, 2000 assiettes, 2000 gobelets. Les coiffeuses et les couturières, le centre social, les écoles maternelles, primaires et secondaires, les personnes handicapées et les centres de santé ont reçu leur part de dons. Et elle a insisté qu'ils soient distribués cette semaine même. Parlant du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, elle soutient que le capital va croissant grâce à son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire en bénéficieront comme celle de Touba. Parti d'un fonds de démarrage de 1 milliard de francs CFA, le FAFSI bénéficie aujourd'hui d'un capital de 6 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République envers les femmes. Ce jour, un financement de 150 millions de CFA sera mis à disposition des femmes du département de Touba et ce sont en tout
732 projets qui vont être financés. Aujourd'hui, plus de 1500 femmes bénéficieront du FAFSI pour le développement de leurs projets. Ces prêts leur permettront de réaliser avec succès des activités génératrices de revenus et feront d'elles des femmes actives et autonomes grâce au FAFSI. Pour terminer, Mme Dominique Ouattara dit avoir foi aux capacités des femmes de Côte d'Ivoire pour se réaliser et contribuer au développement du pays. En retour, elles peuvent compter sans détour sur son soutien. D'autres dons de Dominique Ouattara, cette fois au centre de formation professionnelle de Touba. Il s'agit de matériel en vivre et non-vivre. Plus de précisions avec Patricia Oumouetia. Élèves, professeurs et responsables du centre de formation professionnelle Léonardie des Sœurs et Filles de Jésus ont fortement apprécié la présence de la Première Dame dans leur établissement. Ici également, Dominique Ouattara n'a pas failli à la tradition, celle de se déplacer avec les bras toujours chargés de cadeaux. Le centre Pierre Léonardie de Touba a donc reçu de la part de la Première Dame de Côte d'Ivoire des dons vivres et non-vivres. Maman Dominique offre 2 balançoires, 2 toboggans, un kit complet d'ordinateur pour la maîtresse, un poste téléviseur pour les enfants et 20 petits chevaux, ainsi que des lots de jouets qui sont là, des lots de livres pour les enfants. Pour la section économie et gestion, la sœur a exprimé le besoin, Maman Dominique a entendu, elle offre 5 caisses enregistreuses. En vivre, chaque fois que Maman Dominique arrive, elle pense aux enfants. Elle offre 80 sacs de riz de 25 kilos, disons 2 tonnes de riz, 20 cartons d'huile d'Inor, 20 cartons de sardines à huile végétale, 10 cartons de lait en poudre, 10 cartons de savon en morceaux BF, 10 cartons de savon en poudre, 20 cartons d'eau de Javel, un lot de serpillère, 50 balais à manches, 50 brosses à linge. À travers ce geste, Dominique Ouattara veut permettre aux élèves du centre de bénéficier d'un encadrement adéquat pour leur formation et leur épanouissement. Mes chères sœurs, je sais que les besoins sont immenses pour une prise en charge plus efficace de nos enfants. Les moyens ne suivant pas toujours, j'ai choisi de vous apporter mon soutien en offrant au centre divers dons qui viennent d'être énumérés. J'espère que ces dons vous aideront dans votre mission et permettront d'assurer la formation de nouveaux autres jeunes. Un geste perçu par la directrice du centre comme un véritable soulagement. Je dis merci, un merci qui vient d'une réalité. Pas un merci parce qu'elle est la première dame. Non, parce qu'elle a fait de tout pour donner la possibilité à des jeunes de venir à soutenir. Et cela pour moi est beaucoup. Une cérémonie festive qui a pris fin par la visite du centre de formation professionnelle Léonardie de Touba. En avion au meeting que le président de la République a animé ce matin à Touba, Alassane Ouattara a annoncé d'importants projets, notamment un investissement de 16 milliards de francs CFA pour la relance du projet soja dans la région du Bafing. Pour lui, cela permettra d'apporter une réponse à la problématique de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Le compte-rendu est signé Viviane Haïmé. Le grand espace choisi pour ce meeting ne pouvait contenir l'impressionnant flot de personnes qui y convergeaient. Mobilisation exceptionnelle pour une rencontre que tous accueillaient avec joie. C'est sous une pluie de bénédictions formulées par le grand imam de Touba pour leur fils, frère allié, le président de la République Alassane Ouattara, qu'a démarré le meeting de clôture de la visite d'État du président de la République dans le Bafing. Si les relations de parenté et d'alliance séculaire ont été évoquées au cours des différentes interventions, un constat s'impose. Le Bafing est reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara d'avoir respecté ses promesses de développement pour cette région. À l'aune de la renaissance de la Côte d'Ivoire souveraine, sous votre haute égide, réconciliée, en paix avec elle-même, au travail, vent, debout vers l'émergence, nous vous accueillons, Monsieur le Président de la République, sous le prisme de l'admiration. Pour vos qualités de bâtisseur, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, par le canal du programme présidentiel d'urgence,
les 3 départements du Bafing bénéficient de l'électrification rurale, du reprofilage des voies, de l'adduction en eau potable, de la construction de centres de santé et d'écoles. Monsieur le Président de la République, Ibarika, Ibarika. En signe de son infinie gratitude, Touba a fait une annonce de poids au cours de ce meeting de clôture. Excellence, Monsieur le Président de la République, du soutien de la population de Touba à votre candidature pour un 2e mandat. C'est un acquis, comme l'a dit tout à l'heure le grand imam. Votre victoire écrasante dès le premier tour au présidentiel d'octobre prochain partira de Touba, car vous avez la bénédiction de nos ancêtres et de nos populations. Touba a aussi exprimé son affection et sa gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Merci à la première dame pour tous ses dons, pour tous ces beaux cadeaux qu'elle vient d'offrir aux femmes de la région de Bafing. Si elle a été baptisée à Odiéné Fantagbe Touré, nous ici, nous la baptisons Fantagbe Diomandé. Touba voulait aussi donner le meilleur au président de la République et à son épouse. Au cours de cette visite d'État, le pari a été relevé. Le département à lui seul a offert 91 bœufs au président de la République, portant ainsi à 176 le nombre de bœufs offerts au chef de l'État par l'ensemble des 3 départements du Bafing. Les populations de Touba ont reçu à leur tour, de la part du président de la République, un don en numéraire d'un montant de 19 500 000 francs, plus du matériel roulant composé de véhicules de commandement pour le corps préfectoral et des véhicules de santé. Heureux des nombreuses marques d'attachement qui lui ont été manifestées, le président de la République a rappelé à son tour les liens séculaires qui l'unissent au Bafing. Il a indiqué que cette région a donné des hommes exemplaires à la Côte d'Ivoire, citant la mémoire de plusieurs de ses illustres fils décédés, en particulier Feu Abdoulaye Fatiga, qui fut le premier gouverneur africain à la tête de la BCEAO, et Feu le ministre Bamba Moussa, qui fut ministre de l'enseignement technique sous le président Houphouët-Boigny. Le président de la République a aussi rendu hommage aux nombreux cadres de cette région encore à la tâche. S'il a loué leur grande qualité et leur haute expérience, il les a surtout invités à l'entente et à l'union. Je voudrais demander également aux filles et aux fils de Touba de se retrouver, de se réconcilier, de travailler ensemble, d'oublier les petites querelles du passé. Oui, dire que ce qui importe, c'est la région du Bafing. Et ensuite, bien sûr, le district du Woroba. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire. Parlant du développement de Touba et de l'ensemble du Bafing, des investissements ont déjà été réalisés dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence, dans les 3 départements du Bafing. Le président de la République a annoncé une prochaine enveloppe de 80 milliards pour l'ensemble de cette région dans le cadre du programme national d'investissement qui sera lancé à partir de 2016. Nous avons déjà investi, c'est vrai, près de 17 milliards de francs CFA dans la région du Bafing, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais nous allons faire beaucoup plus. Nous allons lancer un nouveau programme d'investissement, tenez-vous bien, de 80 milliards de francs CFA dans la région du Bafing. En matière d'électricité, nous prévoyons un investissement de près de 8 milliards au cours de cette année 2015. C'est-à-dire sur les 5 mois à venir, nous allons consacrer 8 milliards pour les travaux d'électrification rurale dans le Bafing. Donc de nombreux villages seront électrifiés. Dès 2016, nous allons procéder à la réhabilitation et au développement du réseau électrique de Touba pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Nous allons relancer le projet Soja qui a été abandonné au cours des dernières années et ce projet va bénéficier d'un investissement de près de 16 milliards de francs CFA de l'État
Oui, pour une production annuelle de 45 000 tonnes de graines de soja. Et voilà, cela permettra d'apporter des réponses à la problématique de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. J'ai noté également vos doléances en matière d'infrastructure. Je peux d'ores et déjà vous annoncer le bitumage de l'axe Touba-Séguéla et de l'aéroport. Oui, il faut faire en sorte que tous les chefs-lieux de région soient reliés par le bitume. Et vous savez ce que Ado dit, Ado le fait. Donc vous pouvez compter sur moi. Dans cette région acquise prioritairement au RDR, le président de la République a tenu à souligner l'importance de l'alliance RHDP et la nécessité de réaliser le parti unifié. Oui, cette alliance du RHDP est un gage de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Et je dirais même pour la sous-région. Car la Côte d'Ivoire reprendra son rôle et sa place dans la sous-région ouest-africaine. Et cela permettra de stabiliser la sous-région. La stabilité de la Côte d'Ivoire est un gage de stabilité pour une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, compte tenu du nombre de nos frères des pays de la CEDEAO qui vivent chez nous. Et vous pouvez compter sur moi de faire en sorte que cette alliance se renforce davantage. Et surtout que dès après l'élection présidentielle, nous puissions mettre en place le parti unifié dont nous avons toujours rêvé, le président Bédié et moi-même, avec les autres responsables du RHDP. Je voudrais donc saluer l'initiative du président Bédié. Avec l'appel de Daoukro, nous devons continuer, bien sûr, de renforcer notre alliance. Nous devons l'élargir et accueillir tous ceux qui veulent revenir dans les différents partis pour participer à la création du RHDP. J'ai noté récemment que notre frère Laurent Donafologo a décidé de revenir au PDCI et je voudrais le féliciter de l'avoir fait. D'autres frères à Koto Yao, d'autres sont revenus au PDCI. Et je crois que ceci est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire en sorte de rassembler davantage les Ivoiriens, de faire en sorte que cette union, ce rassemblement puisse faire de la Côte d'Ivoire le pays modèle dont nous avons toujours rêvé. Après ce meeting de clôture, le président de la République a quitté le Bafing. Cette visite d'État a scellé un nouveau pacte de confiance entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et le Bafing. Justement, cet après-midi, le président Ouattara est arrivé dans la ville d'Odiéné en début d'après-midi, la ville de Séguéla, pardon, en début d'après-midi, à l'aéroport de Séguéla. Direction ensuite sa résidence, non sans se soumettre à un bain de foule de l'aéroport jusqu'au quartier résidentiel. Le témoignage de Thomas Guessambi. C'est sous un ciel clément et un vent favorable à la première heure de l'après-midi que le couple présidentiel en provenance de Touba foule le sol de Séguéla, capitale du Ouorodougou. Dans les premières poignées de main, il faut compter avec la presse qui souhaite avoir les premiers mots du président de la République. Nous venons d'arriver avec beaucoup de plaisir. Après le Bafing, nous sommes dans le Ouorodougou. Nous sommes également ici chez nous. Et Mme Ouattara et moi-même sommes ravis de faire ce voyage. Nous attendions depuis longtemps de venir et c'est maintenant chose réglée. Et nous venons voir les parents, nous venons voir les réalisations. Nous voulons venir parler de l'avenir. Nous voulons faire en sorte que les choses continuent de bien avancer. La presse, premier checkpoint franchi. Le cortège présidentiel en ralliant la ville marque le pas à l'Arc de Triomphe pour les honneurs militaires à rendre aux premiers citoyens ivoiriens. Par l'Abidjanaise, le deuxième checkpoint est franchi.
Alassane Ouattara, président de la République, est dans la ville. Tout commence par les premières autorités du pays et de la région, venues accueillir la plus haute d'entre elles. La joie de voir le président Alassane Ouattara a un visage, une forme, une dimension, une couleur, une intensité. Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont-ils plus aimés des Ourodougouka que de toutes les autres populations du pays? En tout cas, le couple s'est sans doute rendu compte, à la vue du monde sorti l'accueillir, que quelque chose de fort et d'indicible le lie au Ourodougou. Quel coin et recoin de Séguéla, traversé par le cortège du président, est resté sans monde et sans clameur. À nul autre pareil, le Ourodougou avait souhaité recevoir le président de la République. Visiblement, le pays Kouyaga aura réussi son pari. Je rappelle pour terminer que demain, au 3e jour de cette visite d'État, le président de la République sera respectivement à Mankono et ensuite à Kounaïri. Voilà qui marque la fin de ce journal du Woroba. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Le journal se poursuit avec Marie-Laure Ngoran depuis Abidjan. Merci Ali Diarasouba. Et justement, après le Woroba, le président de la République se rendra dans la région des Grands Ponts pour une visite d'État à partir du 3 août prochain. Et les populations impatientes de l'accueillir s'activent déjà pour les préparatifs. Toutes les localités font peau neuve, nous explique Sidonie Davila. Dabou, chef-lieu de région des Grands Ponts. Ici se prépare la visite d'État du président de la République prévue pour le 3 août prochain, une première depuis son accession au pouvoir. Ce mercredi 22 juillet, la nouvelle de l'arrivée du président Alassane Ouattara est portée officiellement aux fils et aux filles de la région lors d'une rencontre. Un autre point important abordé au cours de ce rassemblement, l'organisation pratique de cet événement. Nous avons fini toute la campagne de sensibilisation et de mobilisation. Nous avons rencontré toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Nous avons rencontré les populations des villages. Et aujourd'hui, nous faisons le point pour voir concrètement comment les différentes commissions qui sont mises en place de façon pratique vont se mettre en œuvre. Loin des rencontres en salle et pour joindre l'acte à la parole, la ville fait sa toilette à travers le reprofilage des voiries et la réhabilitation de certains bâtiments. Selon les populations, le 3 août 2015, ce sont environ 100 000 à 150 000 personnes venant de toutes les contrées de la région, constituées des départements de Dabou, Grand Laou et Jacquesville, qui sont attendues. Elles viendront exprimer leur joie et fierté d'accueillir Lulus Hôte, celui qu'elles considèrent comme un fils de la région. Nous sommes là dans la mobilisation, faire le porte-à-porte. Tout le monde est déterminé. Tous les villages, Dabou, les femmes, halogènes, tout le monde est mobilisé pour recevoir le président de la République. C'est une question d'honneur. La bienvenue que les populations entendent souhaiter au président Alassane Ouattara ne se fera pas sans compter avec les nombreuses doléances pour amorcer la croissance de la région. Et donc les populations, vous l'avez vu, sont donc à pied d'œuvre pour recevoir le chef de l'État le 3 août prochain. Les départements de Dabou, Jacquesville et Grand Laou seront visités par le président de la République. C'est une visite très attendue par ces populations qui se sont exprimées au micro de Sidonie Davila. Lorsque le ministre d'État nous a annoncé la nouvelle officielle avant-hier, pour nous, c'est la confirmation de ce que le président de la République va nous faire cet honneur d'arriver ici. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied pour que ça soit un succès. Pour nous, c'est un grand événement. On attendait cet événement depuis quand il a commencé ses tournées dans les autres régions. Dieu merci, on nous a donné maintenant la date qui est le 3 août. Donc, c'est un événement très important pour la ville de Dabou. À l'instar des autres villes, des autres régions, nous avons vu ce que le président a fait, ce qu'il compte faire et ce qui a été réalisé effectivement. Cela nous met la joie au cœur et de dire que Dabou aussi va pouvoir bénéficier de toutes ces retombées-là. En tout cas, on est content qu'il arrive chez nous à Dabou. Parce qu'il nous a promis et puis depuis là, il n'arrive pas. Donc maintenant, là, on est sûr et puis qu'il va arriver. On va l'accueillir, c'est qu'il sera content, il sera bien reçu. Les jeunes sont debout, ils sont prêts, ils attendent que le président vienne pour démontrer leur force de mobilisation sur le terrain.
On en arrive au dossier du jeudi et pour ce numéro, nous avons promené nos caméras dans les rues d'Abidjan pour voir l'état des routes et voiries. Souvenez-vous, en 2012, une opération dénommée « Zéro nid de poule » avait été lancée pour mettre fin à la dégradation des infrastructures routières à Abidjan. 3 ans aujourd'hui, 3 ans après, quel constat aujourd'hui? Les routes réhabilitées sont aussitôt dégradées. Alors, quelles sont les raisons? Quelles sont les causes de cette dégradation? Réponse dans le dossier du jeudi, signé ce soir, Doigt des Lasers. Nid de poule, eau usée ou de ruissellement, tel est le spectacle que présentent des routes et voiries nouvellement réhabilitées dans le district d'Abidjan. En 2012, l'État de Côte d'Ivoire avait lancé une vaste opération de réhabilitation des routes et voiries dénommée Opération Zéro nid de poule. En 2015, le constat reste sombre, eau usée et bitume ne font pas bon ménage sur certaines voies d'Abidjan. Au carrefour Azur, dans la commune d'Abobo, le goudron est quasi inexistant. Des crevasses qui rendent la circulation difficile. Selon les riverains, cette fosse septique, connectée à plusieurs habitations, serait à l'origine de cette dégradation. Ça fait pratiquement 1 mois que ça coule. Quand parfois il pleut, ça dégage. Parfois aussi, même s'il ne pleut pas, ça sort. C'est parce qu'on vient de boucher. Sinon, normalement, dans la semaine, là même, là, ça coulait. Et ça fatigue beaucoup les véhicules. Je viens du garage comme ça. Je viens de changer mes 2 croisons. Et la moto s'est arrêtée droite. Et bon, il ne sait pas. À chaque moment, on est au garage. Pourtant, on paye les tasses. Ça nous dérange énormément. Du plateau d'Okui à Koumassi, en passant par Adjamé Liberté, même décor. Au carrefour Saint-François, dans la commune de Koumassi, la route est complètement coupée avec une disparition totale du bitume. Et pourtant, il y a 1 an, cette route avait été réhabilitée. Je suis présent qu'une femme derrière a une urgence, elle est en train d'accoucher ou bien elle est malade, elle est en train de mourir. Tu rentres dans un truc comme ça où il y a un trou, tu ne sais pas, tu restes dedans. Et la femme et ta voiture, vous êtes dedans. La situation de l'eau là, ça fait 1 an nous sommes dedans. On a plusieurs fois cotisé pour que les cadeaux là, ils viennent faire le travail ici. Dans le mois, on peut cotiser 2 fois. Là, ce sont les graviers. Plusieurs fois, les gens ont mis les graviers. Plusieurs fois. Mais quand on met là, juste au matin là, on dirait qu'on n'a rien fait. Ça vous rend malade? Ça nous rend malade. Où je suis là même là. Je viens de la douche, c'est là que je vous ai vu, vous m'avez vu rentrer. À chaque fois, j'ai le ventre ballonné. En 2014, une vaste opération de drainage et d'assainissement avait été lancée par l'Office national d'assainissement et de drainage, ONAD, pour la libération des réseaux de canalisation dans la ville d'Abidjan. Vous avez beau faire, si votre chaussée elle est inondée en permanence, ben, ça ne va pas durer. Le mieux, c'est de les réhabiliter. On fait le travail, il n'y a pas de suivi. Quel qu'en soit alpha, même s'ils ont arrangé, s'il n'y a pas de suivi, les canalisations seront bougées. Vous voyez les WC publics, les gens font les canalisations pour rentrer dans les tuyaux. Si l'eau sort dehors, le travail ne peut pas s'avancer. Les eaux usées, je vous dis, par définition, sont souterraines, sont canalisées de manière souterraine. Si cette canalisation souterraine a pu céder, n'a pas joué son rôle, l'eau usée va dégouliner sur la chaussée et ça c'est fatal. Donc s'il y a l'eau usée sur la chaussée, nous essayons de réactiver un temps de réponse de ce fermier qui est à l'assaut d'ici pour venir résoudre le problème. Selon les responsables de l'ONAD, les caniveaux bouchés sont le fait de l'incivisme des populations. Fatalement, le constat que nous faisons, ces ouvrages sont agressés par nos concitoyens. Une canalisation d'eau usée ou d'eau pluviale n'est pas un dépotoir. Chacun doit jouer son rôle. Eux comme nous, les populations doivent jouer leur rôle. Vous savez, les ouvrages d'assainissement sont la propriété de l'État, sont le patrimoine de l'État. Nous avons en charge de protéger ce patrimoine, de lui permettre de jouer son rôle. Mais celui qui construit là-dessus, ben, à son risque et péril, va assumer. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de détruire les voiries d'Adjamé, c'est les eaux usées. Quand vous prenez directement le rond-point en venant de Fraternité Matin, c'est dégradé parce que les eaux usées viennent dans le rond-point. Et lorsque tout est bouché, les gars ont construit sur les caniveaux, on construit sur le passage d'eau usée. Et donc ça fait que le goudron est obligé de se dégrader. Dans la commune d'Adjamé, la menace d'eau usée sur le bitume est bien réelle. Alors pour éviter le pire, les riverains s'organisent. Quand il pleut comme ça, au lieu que l'eau va dans le tunnel, l'eau commence à aller sur la route. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre une organisation à Djamé, pour essayer de déboucher le tunnel un peu,
en attendant que les gens voient le courant de venir, les roues qui sont gâtées. Aujourd'hui, même quand tu arrives au niveau du rond-point de Liberté actuellement, pour passer, c'est-à-dire que si tu n'es pas un peu amortissé, tu ne peux pas passer. Depuis 2012, l'État de Côte d'Ivoire investit plus de centaines de milliards de francs CFA par an pour la réhabilitation des routes et voiries du pays. Selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire, la dégradation rapide des voies et des routes bitumées constitue une véritable préoccupation. Nous perdons beaucoup d'argent dans ces réparations qui ne tiennent pas. Vous avez l'exemple de Yamsokro au Boisflé, où on a fait des réparations. À peine on a fini les réparations, que des trous se créent. Pas forcément sur les réparations, il y a de nouveaux trous qui se créent. Voilà. Même sur les réparations qu'on a faites, il peut y avoir encore des trous parce que tout simplement, la structure est telle que la réparation que vous avez faite, elle, en elle-même pourrait durer, mais du point de vue de son environnement, elle est soumise à des phénomènes qui, malheureusement, n'assurent pas sa durabilité. Donc, vous voyez, nous nous trouvons dans une situation difficile. 5000 km de routes sont en attente de réhabilitation sur l'ensemble du réseau routier ivoirien. Cela pour un coût global de 1500 milliards de francs CFA, soit 300 millions d'investissements pour 1 km de bitume. Et le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction était signé Doigt des Lasers. Les pays du fleuve Mano sont en concertation à Abidjan. La rencontre porte sur l'aménagement des routes pour faciliter le transport. Aménager les routes entre les 4 pays afin de faciliter le transport inter-États, c'est pour mettre en œuvre cette ambition que les États membres de l'Union du fleuve Mano, UFM, sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un atelier qui dure 2 jours. Nous avons tenu à identifier 2559 km d'interconnexion routière et sur les 2559, 1400 km ont des études de faisabilité déjà faites. Cette interconnexion accélère, n'est-ce pas, le commerce intra-union. Au lieu de mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours sur les routes, la rotation, n'est-ce pas, entre les pays va augmenter sensiblement si les routes sont bonnes. Et je crois que notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, le commerce intra-union, qui est d'environ 10% du commerce des États membres, passe à 30%. Le projet sera financé par la BAD à hauteur de 300 millions de dollars américains, environ 150 milliards de francs CFA. Aussi, la rencontre d'Abidjan vise-t-elle à préparer les 4 pays membres à maîtriser les procédures de décaissement et d'appel d'offres de la BAD. Dans ce sens, l'atelier de lancement d'Abidjan est une étape importante dans la réalisation du projet qui transcende l'aspect économique. Nous nous réjouissons de l'aménagement de ces infrastructures de transport qui rapprocheront encore davantage nos 3 pays frères qui partagent les mêmes peuples, les mêmes cultures et les mêmes ambitions de développement et de prospérité. L'Union du fleuve Mano, ce sont le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, soit 50 millions d'habitants sur une superficie de 550 000 km². Ce sont surtout d'énormes potentialités en bauxite, en or, en fer, en diamant et en pétrole et 25% des ressources forestières du monde. Créée en octobre 1973, l'UFM a son siège à Freetown, en Sierra Leone. Le reportage d'Armand Bowie était commenté pour vous par Gabriel Zani. Les ministres des pays membres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme sont en réunion à Abidjan. C'est la 6e session. Ils vont doter les hameaux de nouveaux textes en vue de sa redynamisation. C'est le ministre ivoirien Niamey Konan qui préside ces travaux, nous explique Ami Sissoko. Les ministres des pays membres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, l'EAMO, à nouveau réunis. Une 6e session extraordinaire du conseil d'administration pour parachever les travaux tenus en février dernier à Yamoussoukro. Les tests pour doter l'EAMO d'un nouveau cadre institutionnel après 40 ans d'existence n'avaient pu être adoptés. L'institution qui a son siège au Togo est dirigée depuis 2013 par une équipe intérimaire. Chargée de la révision globale des textes existants, elle a rendu les résultats de ses travaux pour adoption. Pour ces 40 ans, l'EAMO a besoin de 3 outils majeurs. Un nouveau et vrai budget
pour 2016. De nouveaux tests pour un nouveau cadre institutionnel, juridique et financier, de nouveaux dirigeants pleinement investis pour affronter dans la sérénité les nouveaux paradigmes et les nouveaux défis de l'urbanisation en Afrique. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président du conseil d'administration de l'EAMO, explique la nécessité de la réforme de la structure. Cette session du conseil d'administration se penchera en priorité sur les nouveaux textes proposés par la direction intérimaire en vue de leur adoption. Ces textes s'appuient sur la nécessité de se conformer aux règles de bonne gouvernance universitaire, d'adapter la spécificité technique de l'EAMO au contraire du système LMD, de définir un plan de carrière cohérent et motivant pour les enseignants. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme comprend 14 pays de l'Afrique occidentale et centrale. Elle a formé à ce jour un millier de cadres de haut niveau pour accompagner les administrations dans la gestion des agglomérations face à l'urbanisation. De nombreuses coopératives sont confrontées à la mauvaise gouvernance, ce qui affecte la fiabilité et la viabilité de ces sociétés agricoles. Alors, comment inverser la tendance? Le Conseil Café Cacao initie une formation sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. L'enseignant Bakayoko, Adama Kone. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives est une norme communautaire censée améliorer l'environnement des coopératives. Il est obligatoire et directement applicable dans chaque État partie. Malheureusement, les différentes dispositions de ce texte sont méconnues par les acteurs clés, à savoir les coopératives. C'est une organisation nouvelle qui amène les coopératives à être beaucoup plus professionnelles. Et donc, il fallait pour nous, dans un premier temps, demander aux coopératives de se mettre à jour, ce qui a été le cas. Maintenant que la plupart des coopératives se sont mises à jour, il est important pour nous de les accompagner dans leur gestion. C'est un tournant pour les coopératives agricoles de la filière café-cacao, elles qui sont confrontées aux difficultés liées à l'accès au financement bancaire, au manque d'infrastructures et de matériel technique. Au cours de la formation, 2 grands modules ont été abordés. Le premier module va nous rappeler les principes de l'acte uniforme sur les droits des sociétés coopératives, les droits et les obligations des dirigeants de ces coopératives, la fiscalité et bien sûr les aspects sociaux déclaratifs à la CNPS des sociétés coopératives. Et le module 2 va rentrer un peu dans des modules un peu plus techniques concernant la gouvernance. Après cette formation qui se déroulera dans les 13 délégations régionales du Conseil Café Cacao, il y aura une deuxième étape. Elle sera consacrée au suivi et au coaching des coopératives qui se seront positivement illustrées. Hors de la Côte d'Ivoire au Nigeria, plusieurs bombes ont explosé hier en fin de journée à Gombe, dans le nord-est du pays. 40 personnes ont été tuées en moins d'une semaine. C'est la deuxième fois que cette ville est la cible d'un attentat. Jeudi dernier, 49 personnes avaient perdu la vie dans l'explosion de 2 bombes dans un marché de la ville. Et le Cameroun est sous le choc après ce double attentat qui a secoué hier la ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord du pays. Plusieurs personnes ont été tuées. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc adressé un télégramme à son homologue camerounais. Il est ainsi libellé. J'ai appris avec une profonde consternation et une réelle affliction le double attentat suicide qui a fait plus d'une quinzaine de morts et de nombreux blessés le mercredi 22 juillet 2015 à Maroua. Sensible à cette tragédie, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, aux familles endeuillées et au peuple frère du Cameroun notre profonde compassion, nos sentiments de solidarité ainsi que nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Rappelons au niveau de l'actualité nationale que le président de la République poursuit sa visite d'État dans le Woroba. Il a présidé un conseil des ministres cet après-midi à Séguéla. Le conseil a annoncé notamment un investissement de 80 milliards de francs CFA pour le développement de la région du Bafing. Demain, 3e jour de sa visite d'État, le président de la République se rendra à Konaïri et à Mankono
C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention.